Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de The Wrestling Rankings qui s'intéresse aujourd'hui à In Your House 3 Triple Header, le troisième In Your House de la série. C'est un pay-per-view assez simple et In Your House généralement, comme je vous avais expliqué, dure 2 heures avec 5 ou 6 matchs. Là on aura vraiment un main event qui domine tout et ensuite on aura des matchs de mid-card. Alors le contexte, rien n'a changé depuis le SummerSlam. Diesel est toujours champion du monde de la WWF, on l'a vu, il a conservé son titre face à King Mabel au SummerSlam. Shawn Michaels a conservé son titre intercontinental face à Razor Ramon dans un ladder match. Et Owen Hart et Yokozuna sont toujours les champions par équipe puisqu'ils n'ont pas défendu leur titre au SummerSlam. La carte du pay-per-view, donc comme je vous ai dit, il y a un main event qui domine tout. C'est le triple header match, puisque tous les titres de la WWF seront en jeu dans un seul combat, un combat par équipe qui verra le champion de la WWF Diesel et le champion intercontinental Shawn Michaels affronter les champions par équipe Owen Hart et Yokozuna. Et peu importe qui fait le tomber, il remportera le titre associé. Alors évidemment, si c'est Diesel ou Shawn Michaels, ça fait des nouveaux champions par équipe. Si Yokozuna fait le tomber, on verra par rapport à qui il fait le tomber. S'il fait le tomber sur Diesel, il devient champion du monde. S'il fait le tomber sur Shawn Michaels, c'est le titre intercontinental, pardon. Et si Owen Hart, et même chose pour Owen Hart. Les autres combats, donc je vous ai dit, le reste c'est de la mid-card. On aura Savio Vega contre Waylon Mercy, Henry Godwin contre Psycho Sid, le British Bulldog contre Bam Bam Bigelow, Razor Ramon contre Dean Douglas. Dean Douglas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancienne superstar de la ECW Shane Douglas, qui est dans une gimmick de professeur. J'en parlerai un peu plus pendant le match. Et enfin, Bret Hart contre Jean-Pierre Lafitte. Alors, c'est un combat qui avait déjà eu lieu en Dark Match lors de In Your House 2, qui avait eu une bonne review de ma part. Je trouvais que le combat était assez sympa. Et au final, la WWF a aussi trouvé que le combat était assez sympa, puisqu'ils ont décidé de le mettre en pay-per-view lors de ce In Your House. Alors, le pay-per-view commence avec le combat entre Savio Vega et Waylon Mercy. Waylon Mercy, c'est pas une superstar qui a fait une grande carrière à la WWF et même dans le monde du catch, mais c'est quelqu'un qui avait une gimmick qui était très en avance par rapport à son temps. Il avait une gimmick, un mélange entre Jack Nicholson dans Shining et Hannibal Lecter. Une gimmick de mec un peu psychologue qui balançait des petites choses psychologiques, etc. et qui aurait été très bon en Mind Games. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, en 95, on est sur des gimmicks à la WWF de plutôt, on préfère avoir des plombiers, des éboueurs, plutôt que d'avoir des gens qui travaillent un peu le mental. Le combat en lui-même est un bon combat de mid-card, Savio Vega est très populaire. Waylon Mercy est dans la limite de sa gimmick, c'est-à-dire que comme il est dans ses promos et dans son attitude assez lent, il ne fait pas de choses exceptionnelles dans le ring. Il est très lent, c'est beaucoup de rest holds et compagnie. Savio Vega finira par s'imposer grâce à son spinning heel kick. Et c'est la dernière fois qu'on verra Waylon Mercy en pay-per-view, puisque un mois et demi plus tard, je crois que la gimmick a été totalement abandonnée par WWF et il a quitté la fédération. Le deuxième combat, Psycho Sid contre Henry Godwin. Psycho Sid, le combat il vient d'où? Tout simplement parce que Henry Godwin, il y a quelques mois de ça, travaillait en sous-main pour le $1 Million Man Ted DiBiase. On se rappelle qu'il avait notamment attaqué Big Daddy Cool Diesel et Bam Bam Bigelow à plusieurs reprises. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être un retard de paiement dans les factures du $1 Million Man. Mais Henry Godwin a décidé de se retourner contre le $1 Million Man et de devenir un babyface, entre guillemets. Il y a eu un premier affrontement à Raw où Henry Godwin a porté le slop à Ted DiBiase. Le slop, c'est quoi? C'est un seau rempli de nourriture à cochon, donc c'est très dégoûtant. En toute honnêteté, moi en tant qu'enfant, quand je le voyais, ça me répugnait au besoin. Et donc, Henry Godwin avait balancé le slop sur Ted DiBiase. Ça avait du coup rendu furieux le $1 Million Man. La semaine d'après, il avait envoyé Psycho Sid pour démolir Godwin, sauf que Godwin avait esquivé, avait porté le slop sur Sid. Sid avait complètement pété un câble et avait ensuite détruit tout en backstage. Et la semaine d'après, à Raw, quelques jours avant le pay-per-view, Psycho Sid a attaqué Henry Godwin aux abords du ring et lui a porté 2 powerbombs sur le sol carrément. Ce qui blesse Henry Godwin. Donc Henry Godwin arrive pour le match avec une blessure au dos. Le combat, en toute honnêteté, il n'est pas bon. Henry Godwin n'est pas un grand catcheur, et alors Psycho Sid, il faut vraiment se pencher sur son cas. Je sais que beaucoup estiment qu'il a un impact important dans le monde du catch parce qu'il a affronté des légendes comme Hulk Hogan, il a main eventé WrestleMania à 2 reprises.
Il a été plusieurs fois champion de la WWF et de la WCW, mais franchement, euh, c'est pas un grand catcheur. Il faut pas se mentir. Il y avait, je crois que c'est KB Review à l'époque qui avait mis en place une sorte de process pour déterminer le talent d'un catcheur et qui disait il y a quatre notes. Il y a le in-ring qui compte pour 10, le physique qui compte pour 10, la gimmick qui compte pour 5 et les promos qui comptent pour 5. Alors oui, Psychocide, le physique c'est 10 sur 10. Il est magnifique, il est splendide, il n'a pas un pet de graisse, voilà, il est splendide. Le charisme, la gimmick en tant que telle, on peut mettre aussi 5 sur 5 facilement parce que sa gimmick de Psychocide, elle était très effrayante. Moi personnellement, enfant, je voyais Psychocide arriver, vraiment, on l'appelait en France, enfin les Québécois, Raymond Rougeau et Jean Brassard l'appelaient Sid le cinglé. Et c'est vrai que quand on le voyait arriver au ring avec ses clignements d'œil, etc., ça faisait très peur. Les promos étaient pas bonnes. Donc on va mettre 1 sur 5. Et de toute façon, l'une des pires promos qu'il ait faites, c'est la promo à WCW où il dit euh, où il disait à Kevin Nash tu es la moitié de l'homme que je suis et j'ai la moitié du cerveau que tu as. Ça n'a aucun sens, c'était Sid pour vous. Euh, et après, il y a le in-ring. Et là, le in-ring de Psychocide, c'est une catastrophe. Psychocide in-ring, à part le powerbomb et le chokeslam à une main qui sont impressionnants, le reste n'est pas bon. Le reste n'est pas beau à voir. Quand il porte ses coups de poing là, où il lance la main en l'air très haut, ça fait totalement fake. Donc oui, Psychocide, c'est pas un bon catcheur. Et donc du coup, ça se reflète dans les combats. Regardez, depuis que j'ai commencé ces reviews, il a quand même participé à In Your House 1, un combat contre Diesel, qui était nul. Euh, le King of the Ring, le combat par équipe, qui était nul. In Your House 2, le combat des bûcherons, qui avait l'avantage d'avoir la stipulation et le fait que Diesel avait mis ses chaussures de travail et du coup qui commence à nous porter des topés suicidas. Ça a augmenté un peu la note. Et enfin, In Your House 3, c'est pas bon. Donc c'est pas un bon combat. C'est pas une catastrophe industrielle, hein, contrairement à d'autres combats, mais c'est pas bon. Le troisième combat, le British Bulldog qui vient de devenir heel, affronte Bam Bam Bigelow. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour le combat Psychocide dans Godwin, Psychocide s'impose avec le powerbomb. Et après le combat, Psychocide et Ted DiBiase vont se battre pour savoir qui va porter le slop sur Henry Godwin. Comme ils vont se battre, Bam Bam Bigelow va attaquer Psychocide, puisqu'il est toujours en rivalité avec la $1 Million Corporation. Kama va intervenir et attaquer Bam Bam. Sid et Kama vont tenir Bam Bam pour que le $1 Million Man lui porte le slop, sauf qu'Henry Godwin va arriver derrière et renverser le slop sur la tête de DiBiase qui se prend un deuxième slop. Du coup, Bam Bam arrive avec un désavantage puisqu'il s'est fait attaquer et par Sid et par Kama pour son combat contre le British Bulldog. Le British Bulldog, comme je vous l'ai dit, vient de devenir heel. Il s'est retourné contre Big Daddy Cool Diesel lors d'un six-man tag team match à Raw en août. Et il a complètement changé son look, il a rasé ses cheveux et il a rasé ses cheveux très courts et il est maintenant managé par Jim Cornette. Il fait partie donc du camp Cornette, puisqu'il y a aussi Yokozuna et Owen Hart dedans. Voilà. Bam Bam Bigelow est un bon babyface, les fans l'aiment bien. Le combat est pas mauvais, c'est pas non plus transcendant. Au début, le Bulldog va continuer à porter ses moves un peu flashy, sauf qu'après il va se faire démolir par Bam Bam. Mais au final, il va attaquer le genou de Bam Bam, et là on va avoir vraiment un bon travail sur le genou qui va servir, puisqu'à la fin, comme Bam Bam est blessé au genou, il va louper un splash dans le coin, et le Bulldog va enchaîner avec son power slam pour la victoire. Donc là, le travail du genou a de l'intérêt. Ce qui augmente le quatrième combat, Razor Ramon contre Dean Douglas. Bon. Petite histoire derrière, Dean Douglas au SummerSlam. Dean Douglas, donc, qui a la gimmick d'un professeur, au SummerSlam, il notait les combats, et il a notamment noté le ladder match entre Razor Ramon et Shawn Michaels, et il était un peu insultant vers Razor Ramon en disant que on a beau être un bad guy, si on prend pas les bad decisions, c'est les mauvaises décisions, on n'avance à rien dans la vie. Razor Ramon l'a mal pris, il est intervenu dans la classroom, et a dit à Dean Douglas, t'es gentil mais tu notes pas mes matchs, moi je n'ai pas besoin d'un professeur pour noter mes matchs. Dean Douglas l'a mal pris, après il a dit voilà, pas de violence dans ma classe, et il a voulu attaquer Razor Ramon, qui l'a fait tomber, qui l'a assommé d'une droite. Ensuite, évidemment, Dean Douglas a continué à vouloir rentrer dans la tête de Razor Ramon, il a notamment attaqué le One Two Three Kid et, à plusieurs reprises, puis il y a eu un combat entre le Kid et Douglas. Douglas aurait dû remporter le combat,
mais il a fait durer le plaisir en relevant le 1-2-3 kid alors qu'il était en train de faire le tomber. Ça a évidemment poussé Razor Ramon à intervenir. Dean Douglas a attaqué Razor Ramon à l'extérieur du ring, puis s'est remis sur le 1-2-3 kid, et évidemment Razor Ramon est intervenu, causant la disqualification du kid et la victoire de Shane Douglas. Ça n'a pas plu au 1-2-3 kid qui, du coup, a considéré que Razor ne l'estimait pas assez capable de battre Dean Douglas. Ça a mené à un challenge, 1-2-3 kid contre Razor Ramon. Les deux hommes se sont affrontés. Razor Ramon porte le Razor's Edge et fait le compte de 3 sur le 1-2-3 kid, mais l'arbitre est KO. Dean Douglas intervient, il porte un splash de la troisième corde sur le dos de Razor Ramon et le 1-2-3 kid s'impose face à Ramon. Ce qui nous amène à In Your House. Alors le combat est loin d'être mauvais. Bon, Shane Douglas est un bon catcheur, mais à la ECW, il avait l'avantage de profiter des règles extrêmes parce que beaucoup de son background en tant que catcheur, c'est de faire des prises techniciennes, etc. Et là, dans un combat contre Razor Ramon, il a beaucoup trop de rest holds pour être intéressant. Il a quand même un splash dans le coin du ring assez intéressant, puisqu'il fait un reverse splash un peu à la manière de la Vader Bomb de Jack Swagger, de la Swagger Bomb, où il courait dans le coin du ring, il sautait sur la deuxième corde et il revenait en arrière tombé. Sauf que là, c'est carrément renversé. Évidemment, le combat, à la fin du combat, Razor Ramon va porter, l'arbitre va être KO, Razor Ramon va porter son Razor's Edge, le 1-2-3 kid va intervenir et faire le compte de 3. Ce qui ne va pas plaire à Razor Ramon qui va lui dire mais qu'est-ce que tu fais là, il va y avoir un tête-à-tête entre les deux et Razor Ramon va balancer le 1-2-3 kid à l'extérieur du ring, ce qui va complètement distraire le bad guy qui va se prendre un tombé de la part de Dean Douglas qui en plus tient le slip pour sa victoire. Et après le 1-2-3 kid et Razor Ramon vont de nouveau se prendre la tête et être prêts à se battre. Le cinquième et avant-dernier combat, Bret Hart contre Jean-Pierre Lafitte, très bon combat. Là, il ne faut pas se leurrer, c'est un très bon combat. Jean-Pierre Lafitte a une gimmick de pirate. Alors, je sais que Bret Hart avait dit dans son livre que la story autour du match était nulle parce qu'en fait, on accusait Jean-Pierre Lafitte d'avoir volé, d'avoir abîmé les lunettes que Bret donnait à des fans, d'avoir volé la veste en cuir de Bret Hart, alors que Bret Hart a plusieurs vestes, on l'a déjà vu, il y a plusieurs couleurs de vestes, il y a plusieurs dessins dessus. Donc forcément, Bret Hart n'était pas fan de la storyline. Mais par contre, le combat est très bon. Jean-Pierre Lafitte, bien qu'étant physiquement imposant, est quand même vachement agile. Il tente notamment à l'extérieur du ring un somersault plancha, mais il s'écrase sur le sol. Il va tenter le cannonball qui est son finish, donc une swanton bomb. Bret Hart et puis Bret Hart va porter ce sharpshooter pour la victoire. Sharpshooter en plus couché au sol, c'est l'une des façons que j'apprécie le sharpshooter d'être porté, parce qu'au moins il sait qu'il ne pourra pas être contré. Donc Bret Hart s'impose. Et donc maintenant on passe au main event. Alors il y a eu un fil rouge tout au long du pay-per-view, je voulais attendre d'arriver au main event pour vous en parler. Owen Hart n'est pas là. Owen Hart n'est pas dans l'arène, etc. On se demande ce qui va se passer. Au bout d'un moment, Gorilla Monsoon annonce direct que le combat va avoir lieu, donc c'est soit Owen Hart arrive, soit Yokozuna il va tout seul. Puis au final, il annonce à James E. Cornette qu'il lui laisse une chance, il a 1 heure pour trouver un partenaire. Pendant le main et pendant le pay-per-view, on voit Cornette en train de parler avec Mabel, avec King Mabel, en train de parler avec Psycho Sid, l'ancien adversaire de Diesel, mais au final, il va choisir le British Bulldog Davey Boy Smith, qui va rentrer un peu dans l'histoire. Et donc, une fois que c'est validé, Gorilla Monsoon annonce que pour une nuit et une nuit uniquement, le British Bulldog Davey Boy Smith devient co-détenteur des titres par équipe, et qu'à ce titre, il a les mêmes droits et devoirs dans le match. C'est-à-dire que si il se prend un tombé par Shawn Michaels ou Diesel, il perd les titres par équipe. Si s'il fait tomber sur Diesel ou Shawn Michaels, il remporte le titre de la WWF ou le titre intercontinental. C'est important, vous allez voir pourquoi. Le combat est pas un excellent combat en tant que tel. Alors, pour être honnête, je le trouve même moyen le combat. Il y a des moments assez sympas, mais l'ambiance et la pop que prennent Shawn Michaels et Diesel à leur entrée dans le ring et chaque fois qu'ils font des gros moves, c'est impressionnant. Vraiment, le combat est très court, il dure un quart d'heure même pas pour un main event, alors que Bret Hart et Jean-Pierre Lafitte juste avant passent quasiment 30 minutes dans le ring, c'est peu. Mais vraiment le combat, les pop, la popularité de Diesel et Michaels et les pop qui se prennent, c'est magnifique. La fin du combat va être, évidemment, comme j'ai insisté sur le fait que le Bulldog était champion par équipe pour une nuit, vous vous doutez bien que c'est parce qu'il va y avoir un peu un dusty finish
entre guillemets. La fin du combat voit Michaels assommer Yokozuna avec son switching music. Yokozuna est assommé à l'extérieur du ring. Diesel est seul dans le ring avec le British Bulldog. Et Owen Hart, évidemment, va arriver à ce moment-là, sauter de la troisième corde sur Diesel, se prendre un coup de poing dans le ventre et le jackknife powerbomb. Et Diesel va faire tomber sur Owen. Nous avons donc des nouveaux champions par équipe. Évidemment, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Le lendemain à Raw, c'est annoncé officiellement. Gorilla Monsoon avait déterminé que le British Bulldog et Yokozuna étaient les champions par équipe pour une nuit. Diesel fait le tomber sur Owen Hart. Owen Hart n'a aucune valeur et donc les titres par équipe vont être retirés à Michaels et Diesel. C'est ce qu'on appelle un nasty finish, c'est-à-dire qu'on fait un finish où on rend les fans hyper heureux de ce qui se passe pour au final leur retirer cette joie soit quelques minutes après, soit le lendemain. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc le lendemain à Raw, Yokozuna et Owen Hart sont redevenus champions par équipe et l'histoire s'est arrêtée là. On va dire que All in All, c'est un très bon pay-per-view. Même si au départ, on pourrait, en voyant la carte, penser que le pay-per-view est catastrophique. C'est un bon pay-per-view. J'ai dit très bon, j'ai peut-être exagéré un petit peu, mais c'est surtout un pay-per-view qui est sauvé par 2 matchs. C'est un pay-per-view qui est sauvé par Bret Hart, Jean-Pierre Lafitte et par son main event. Et le main event est lui-même sauvé par l'ambiance. Donc oui, voilà, bon pay-per-view. Je vous invite d'ailleurs à regarder les In Your House, vraiment, déjà c'est intéressant parce que c'est des matchs qu'on voit pas toujours, qu'on n'aurait pas vu en pay-per-view s'il n'y avait pas ce type de pay-per-view. Je doute sincèrement que si on était resté sur le Big Four ou le Big Five, on aurait eu un Bret Hart, Jean-Pierre Lafitte, ou un Psycho Sid, Henry Godwin, ou même un Razor Ramon Dean Douglas sur un SummerSlam, un King of the Ring, même un Survivor Series. Donc voilà. Prochain rendez-vous avec l'épisode 8 de The Wrestling Rankings sur In Your House 4, Great White North, le Grand Nord canadien, parce que le pay-per-view aura lieu à Winnipeg, ville de naissance de Y2J Chris Jericho. Et donc voilà, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et ciao, bon dimanche!